S'il vous plaît. Nous devons procéder à la désignation de 2 rapporteurs. Sur la proposition de loi de Marie-Georges Buffet, Huguette Bello et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes, numéro 586, j'ai reçu la candidature de Madame Bello. Sur la proposition de loi de Monsieur Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues pour une reconnaissance sociale des aidants, numéro 589, j'ai reçu la candidature de Monsieur Dharréville. Y a-t-il des oppositions? Il en est ainsi décidé. Nous allons commencer par écouter Monsieur Belkir Belhaddad, suite à la mission flash sur la prescription d'activités physiques à des fins thérapeutiques, qui a été confiée, je cherche la date, oui, le 29 novembre dernier. Je rappelle que cette mission flash fait suite à l'audition de Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, de Laura Flessel, ministre des Sports, sur le thème « Activité physique, activité sportive et santé », que notre commission avait organisé conjointement avec la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Le 26 septembre dernier, cette audition avait eu lieu en présence du docteur Thierry Bouillet, oncologue à l'hôpital américain de Paris, et de Monsieur Alexandre Fels, adjoint au maire de Strasbourg. Je crois pouvoir dire qu'elle avait suscité un grand intérêt compte tenu du monde qui se trouvait dans la salle. Le bureau de notre commission a donc souhaité que le sujet du sport sur ordonnance soit approfondi, notamment pour porter un premier regard sur le décret du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Sans plus attendre, je cède donc la parole à Monsieur Belkir Belhaddad. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je suis heureux de vous présenter ce matin mes communications en conclusion des travaux de la mission Flash relative à la prescription d'activités physiques à des fins thérapeutiques qui m'a amené au cours de ces 2 dernières semaines à effectuer 17 auditions ainsi qu'un déplacement sur le terrain à Strasbourg, ville pionnière en matière de sport-santé depuis 2012. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier pour l'aide très précieuse et efficace des 2 administrateurs que sont Céline Anquinet et de Freddy Lemaître, ainsi que ma collègue Martine Vonner, qui m'a notamment accompagné sur Strasbourg. Ayant travaillé dans les établissements de santé et ont été en charge des sports, notamment à la mairie de Metz, ainsi que vice-présidente de l'Association nationale des élus chargés des sports, je dois avouer que je suis depuis longtemps familier à ces enjeux liés notamment au sport santé. Cette mission Flash n'avait pas pour objectif d'embrasser l'ensemble de ces enjeux, mais d'établir plus particulièrement un premier bilan de l'application du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection à longue durée. Ce décret a été pris pour l'application de l'article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Je tiens toutefois à préciser d'emblée que l'utilisation du sport au service des politiques publiques de santé n'a pas commencé avec cette loi et que la notion d'activité physique adaptée, qu'on appelle plus communément APA, est beaucoup plus large que la question du sport sur ordonnance. Depuis 2013, des plans régionaux de sport, santé et bien-être ont commencé à être déclinés sur le territoire sur la base d'une instruction ministérielle du 24 décembre 2012 relative au développement de la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé publique. Des initiatives ont ainsi fleuri à Strasbourg, à Blagnac ou encore à Biarritz. Je vais tout d'abord évoquer le dispositif strasbourgeois. Les personnes souffrant de certaines ALD, notamment celles du diabète, du cancer, du VIH ou des maladies cardiovasculaires, y sont orientées vers des activités physiques, soit à la suite d'une demande dont ils font part à leur médecin traitant, soit sur une proposition de ce dernier dans le cadre d'une consultation dédiée ou à l'occasion d'une consultation classique. S'il estime opportun, le médecin traitant prescrit l'activité physique adaptée sans utiliser le formulaire national où il est expressément précisé que la dispensation de cette activité n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, et j'y reviendrai tout à l'heure.
Le patient est ensuite orienté vers l'équipe de coordination de la régie municipale vers un éducateur sportif qui procède à un entretien sur la base d'un questionnaire et d'une évaluation physique globale. Sur le fondement de ces résultats de ces tests, un programme d'activité est défini avec le médecin traitant. Et selon les activités retenues, le patient est accompagné par les éducateurs de la municipalité ou par ceux des associations sportives partenaires. Sont consignés dans un carnet de suivi remis au patient et communiqués par courriel au médecin traitant les conclusions des entretiens conduits avec les éducateurs sportifs au bout d'un mois, puis tous les 6 mois jusqu'à l'issue des 3 années que peut durer le parcours pris en charge par la collectivité. La pratique des activités physiques adaptées est en effet gratuite la première année et donc intégralement financée par la collectivité. Puis, elle fait l'objet d'une tarification solidaire progressive oscillant entre 20 et 100 euros par an selon les ressources des bénéficiaires les 2e et 3e années. Cela représente un coût de 450 000 euros par an, dont 70% sont financés par la ville de Strasbourg, 10% par l'Agence régionale de santé du Grand Est et 5 à 10% par le régime local d'assurance maladie. Ce coût correspond essentiellement à la rémunération de 7 équivalents temps plein d'éducateurs sportifs qui étaient déjà employés par la municipalité et qui ont été associés au dispositif à la faveur de redéploiement d'effectifs. L'utilisation des installations sportives dont la mise à disposition n'est pas toujours facile dans d'autres villes, et j'étais bien placé pour le savoir en tant qu'adjoint au maire chargé des sports, comme à Blagnac que nous avons auditionné. Et cette mise à disposition des installations sportives représente également un coût. Au total, à Strasbourg, 2000 personnes sont entrées dans le dispositif depuis 2012, 70% de femmes et 30% d'hommes. Les bénéficiaires que j'ai pu rencontrer se sont montrés unanimement satisfaits, outre qu'ils ressentent les bienfaits sur leur santé d'activité physique vers lesquelles ils ne sauraient pas spontanément aller, et que leur consommation de médicaments se réduit en conséquence. Ils apprécient le lien social permis par la pratique des activités physiques, y compris avec les sportifs qui ne souffrent pas d'ALD. Les bénéficiaires du dispositif qui ont une activité professionnelle souhaiteraient même que davantage d'activités puissent être proposées en soirée. La loi du 26 janvier 2016, le décret du 30 décembre 2016 et l'instruction ministérielle du 3 mars 2017 ont entendu donner un cadre national à de telles initiatives qui ont été foisonnantes. Or, si le dispositif législatif fait l'objet d'une large approbation parmi les personnes que j'ai entendues, on ne peut pas dire autant du dispositif réglementaire. Je voudrais à ce stade souligner la contribution depuis de nombreuses années de notre présidente Brigitte Bourguignon sur ce sujet et qui a pu effectivement permis d'avoir ce cadre législatif avec d'autres parties prenantes. Le docteur Alexandre Fels, adjoint au maire de Strasbourg, a même qualifié celui-ci d'usine à gaz complètement folle. Les médecins strasbourgeois qui prescrivent des activités physiques adaptées depuis 2012 ont estimé que la prescription était plus simple avant l'édiction du décret. Outre que l'élaboration de ce décret n'a pas été accompagnée d'indicateurs susceptibles de permettre une évaluation de son efficacité, comme le nombre de prescriptions médicales prises sur son fondement, ces dispositions susciteraient de sérieuses difficultés sur le terrain, en particulier en ce qui concerne la formation des intervenants spécialisés. Nombre de personnes entendues se sont particulièrement étonnées de ce que, sans fournir de référentiel, l'on impose des certifications professionnelles et des formations complémentaires à des éducateurs sportifs qui, souvent titulaires de diplômes délivrés par les fédérations sportives, dispensaient déjà des activités physiques adaptées et de santé. Or, dans le même temps, les titulaires des diplômes d'État, comme ceux des BPCHEPS, qui n'ont pas nécessairement de compétences en la matière au titre de leur cursus, sont exonérés de formations complémentaires pour dispenser des enseignements d'APA. Ces exigences pourraient notamment contraindre les éducateurs sportifs de l'association Ciel Bleu, qui interviennent aujourd'hui dans près de 40% des maisons de retraite de France et proposent chaque année des activités physiques à quelques 120 000 bénéficiaires, à quitter les dites maisons de retraite, et ce, alors que le Comité national olympique français, le CNESF, estime entre 10 000 et 20 000 le nombre d'emplois qui pourraient être créés dans le secteur de l'enseignement de l'APA. S'il ne doit pas être tari par une régulation excessive, tatillonne, ce
potentiel économique ne doit pas non plus créer un effet d'aubaine. La prise en charge des patients dont les pathologies peuvent être très lourdes doit être sécurisée par la labellisation des formations des intervenants spécialisés. Un effort doit être fourni afin de mettre en place des formations complémentaires spécialisantes qui sembleraient encore faire défaut pour un certain nombre de pathologies. Parmi les formations mises en place, je tiens à souligner l'exemple du diplôme universitaire Sport et Cancer, créé en 2009 au sein de l'Université Paris 13, en partenariat avec le CAMI Sport et Cancer. Ce DU a été suivi depuis cette date par 250 étudiants, passés par une école de masso-kinésithérapie, où ayant obtenu le brevet professionnel de jeunesse, éducation populaire et sport, les BPJEPS, ou une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, les STAPS. Ce DU est le premier en France à avoir fait le lien entre des pathologies spécifiques et la pratique du sport à visée thérapeutique. En effet, le décret a sans doute trop standardisé le profil des personnes susceptibles d'intervenir en matière d'APA, tout en opposant les masseurs kinésithérapeutes aux enseignants d'APA, alors que leur rôle est totalement complémentaire. Outre les difficultés liées à la certification et à la labellisation des formations des intervenants spécialisés, il semblerait qu'un grand nombre de médecins traitants ne soient pas suffisamment formés aux enjeux du sport santé, ni informés du dispositif alors qu'ils en sont le pivot. Une campagne de sensibilisation spécifique doit absolument être menée auprès de ces médecins, car tous ne sont pas convaincus de l'opportunité d'utiliser l'APA dans leur stratégie de soins. En outre, beaucoup de médecins ne savent pas très bien quoi prescrire à qui et rechignent à suivre une formation, quelquefois post-universitaire spécifique. Des initiatives ont été lancées pour y remédier. L'association Ciel Bleu a par exemple créé un campus qui ambitionne de devenir un organisme de formation continue des médecins en matière de sport santé. De son côté, dans le cadre du dispositif Prescriform en Île-de-France, l'ARS a développé des outils d'aide à la prescription via une plateforme téléphonique et des outils d'aide à la prescription sur Internet. Par ailleurs, la commission médicale du CNECF a produit en avril 2017 un document volumineux intitulé Médico-sport santé qui vise à parfaire l'information du corps médical afin qu'il adapte au mieux ses prescriptions sportives au regard des pathologies à traiter. Ce recueil de bonnes pratiques étant très technique et difficilement lisible, même pour des médecins, un partenariat a été noué avec les éditions Vidal afin de diffuser ces informations, ces données, sous forme de fiches Vidal, d'ici la fin du premier semestre 2018. Cela devrait contribuer à mieux faire connaître le sport santé des médecins et à faciliter la prescription d'activités physiques à des fins thérapeutiques. Nous attendons, Nous attendons également que la Haute Autorité de Santé formule des recommandations ciblées, pathologie par pathologie, ainsi que des référentiels d'évaluation. Annoncées pour le deuxième trimestre de cette année, ces recommandations sont très attendues par l'ensemble des acteurs et en particulier par la Caisse d'assurance maladie, de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En effet, faute de recommandations, les délégués de la CNAM peuvent difficilement sensibiliser les médecins traitants à l'intérêt de la prescription d'APA. Le rôle du médecin traitant est effectivement central, puisqu'il est actuellement le seul à pouvoir prescrire des activités physiques. Or, certaines personnes ont la possibilité de désigner un médecin hospitalier comme médecin référent, qui fait office de médecin traitant, mais pas au regard du décret du 30 décembre 2016. La possibilité de prescription devrait à minima être élargie à ces médecins hospitaliers référents pour certaines pathologies lourdes, notamment les cancers. L'un des défauts majeurs du décret du 30 décembre 2016 tient à ce qu'il n'a rien prévu en matière de financement. La consultation du médecin traitant au titre de la prescription d'une activité physique adaptée prend entre 15 et 30 minutes au moins, et elle engage le médecin sur un terrain qui ne lui est pas familier, avec potentiellement de lourdes conséquences en termes de responsabilité. Or, elle ne bénéficie pas d'une prise en charge spécifique, ce qui n'est pas de nature à inciter les médecins à s'impliquer dans le dispositif. Sans aller jusqu'au codage de cet acte, on pourrait à tout le moins imaginer qu'il soit pris en compte au titre de la rémunération sur objectifs de santé publique, les ROSP. D'après mes interlocuteurs, il suffirait d'ajouter
un 30e indicateur à la convention liant le syndicat des médecins généralistes et la CNAM. Quant au coût des activités physiques adaptées prescrites par le médecin traitant, les personnes que j'ai entendues ont quasiment formé le vœu que la sécurité sociale le prenne en charge, même à un niveau symbolique. Non pas tout au long de la vie, mais pendant une période limitée à la suite d'un épisode médical aigu, le temps d'impulser chez le patient un changement de comportement à l'égard de la pratique sportive. À cet égard, la Mutuelle générale de l'éducation nationale, qui développe un certain nombre de programmes en matière de sport-santé, estime à 3 mois le délai minimal nécessaire pour modifier les comportements des patients sur le long terme. Quelle que soit sa forme, y compris celle d'une dispense d'avance des frais aux patients, plutôt que d'un remboursement a posteriori, comme on en connaît en matière de sevrage tabagique, la prise en charge, même symbolique, du coût des séances d'APA par l'assurance maladie permettrait d'entraîner les différents acteurs dans un cercle vertueux et d'amorcer la généralisation de la prise en charge complémentaire par les assurances et les mutuelles. Celles-ci sont aujourd'hui souvent réticentes à proposer un remboursement, même partiel, en l'absence d'un socle assumé par la solidarité nationale. On m'a néanmoins parlé de la Maïf, de la Swiss Life ou de Juste ou encore d'Harmonie Mutuelle. Lors de leurs auditions, les représentants de la MGN ont indiqué que, de leur point de vue, les assurances et les mutuelles n'avaient pas vocation à solvabiliser la prévention primaire, qui vise à éviter l'apparition de la maladie, mais bien plutôt de la prévention secondaire, qui vise à éviter l'aggravation de la maladie, ou la prévention tertiaire, qui vise à éviter les complications et les risques de récidive. Je tiens tout de même à souligner que certaines caisses primaires d'assurance maladie ont pris l'initiative de proposer un remboursement partiel dans le cadre d'expérimentation. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône où la CEPAM prend en charge à hauteur d'un tiers le coût des activités physiques prescrites aux femmes ayant souffert d'un cancer du sein. Les 2e et 3e tiers sont pris en charge respectivement par les mutuelles et par la patiente. Selon la base de cette expérimentation, de ces expérimentations et de celles menées dans le réseau des 63 villes santé qui se sont engagées avec volontarisme en matière de sport-santé, il conviendrait de définir un modèle économique réaliste permettant la généralisation de ces initiatives afin d'atténuer les inégalités territoriales qui résultent aujourd'hui du manque de coordination des différents acteurs et de la diversité des pratiques des collectivités locales et des ARS. Selon les territoires, ces dernières proposent en effet un financement à hauteur de 10%, 5%, voire quelquefois aucun financement, pour accompagner davantage le lancement de ces projets que leur pérennisation. Et ce manque de moyens, plus que de volontarisme. À cet égard, les fonds d'intervention régionales pourraient être davantage mobilisés. La définition de ce modèle économique est essentielle car il est apparu dans les villes pionnières que les aides de la collectivité, qu'elle émane des collectivités territoriales ou à titre exceptionnel de l'assurance maladie, sont décisives pour assurer l'accessibilité financière des activités prescrites par le médecin traitant. Pour pérenniser l'activité physique à l'issue du parcours pris en charge, il serait également souhaitable que les fédérations sportives proposent des licences sport santé à des tarifs moins élevés que les licences classiques. Or, si certaines associations sportives comme le Club d'aviron de Strasbourg proposent des tarifs préférentiels en matière de sport santé, 180 € par an contre 300 pour la licence classique, ce n'est pas le cas de la fédération d'athlétisme qui, par exemple, la licence d'athlète santé de cette fédération est en effet beaucoup plus chère que celle de l'athlète compète. Le coût des licences sportives est loin d'être dénué d'incidence sur la décision des personnes souffrant en ALD de poursuivre leur activité physique. Si à Blagny, 81% des personnes ayant suivi le parcours sport santé pris en charge totalement la première année puis partiellement les 2 autres années par la collectivité, ils poursuivent une activité physique. Les bénéficiaires du dispositif strasbourgeois avec lesquels j'ai pu m'entretenir ont souligné le frein financier que peut représenter le coût de l'intégration d'un club sportif à l'issue du parcours triennal financé tout ou partie par la collectivité. Cet obstacle est particulièrement prégnant pour les personnes en situation de précarité sociale, que leur maladie chronique ne fait que croître et qu'accroître.
Ces personnes doivent pouvoir bénéficier pleinement de la solidarité nationale. Cela est regrettable car la démonstration scientifique des bienfaits de l'activité physique pour la santé, et je ne parle pas de sport, je parle bien d'activité physique pour la santé, n'est aujourd'hui plus à faire. Lors de son audition, M. Didier Hellard, vice-président de l'ANDES, qui est l'Association nationale des élus chargés des sports, a rappelé que la pratique régulière d'une activité physique permet de réduire de 30% les risques de maladies cardiovasculaires, de 25% les risques de cancer de sein et d'environ de 7 ans la dépendance. Le professeur Jean-François Toussaint a ajouté que des études scientifiques permettaient aujourd'hui de prouver les bienfaits de l'activité physique sur les pathologies comme la mucoviscidose ou encore la drépanocytose, ainsi qu'en matière de santé mentale. En revanche, on manque d'études médico-économiques démontrant l'utilité de la promotion et de la prise en charge de ces activités pour les finances publiques. Je signale toutefois qu'une étude sur ce sujet a été lancée par l'OCDE à la fin de l'année dernière et qu'une mission d'évaluation globale de l'efficacité des dispositifs sport-santé a été confiée à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection générale de la jeunesse et des sports, qui devraient rendre ses conclusions dans les jours qui viennent. En outre, les représentants de la CAMI Sport et Cancer nous ont indiqué qu'ils avaient engagé avec le pôle d'économie de la santé du Centre régional de lutte contre le cancer Gustave Roussy un projet visant à vérifier l'intérêt de l'APA d'un point de vue médico-économique. Malgré l'absence d'études médico-économiques de référence, on nous a fait part de quelques chiffres lors de nos auditions. On sait qu'aujourd'hui, dans notre pays, environ 10 millions de personnes souffrent d'au moins d'une des 29 ALD énumérées dans le décret du 19 janvier 2011, portant actualisation de la liste des critères médicaux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré. Elle serait même près de 20 millions si on lui ajoute à ces ALD l'obésité et l'hypertension artérielle sévère, qui n'est plus considérée comme une ALD ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré depuis le décret du 24 juin 2011. Je ne peux que le déplorer. Toutefois, je souhaite que l'on propose la possibilité aux patients d'hypertension artérielle de relever du décret du 30 décembre 2016. Je rappelle à cet égard que l'OMS a établi une liste d'une centaine de maladies chroniques qui devraient, à ses yeux, bénéficier de l'éducation sportive à des fins thérapeutiques. La prise en charge des quelques 10 millions de personnes souffrant des 29 ALD précités coûtait plus de 70 milliards en 2013. 70 milliards. Et représenterait aujourd'hui entre 80 et 90 milliards, soit près de 60% des dépenses de l'assurance maladie. Or, d'après les estimations de l'ANDES, la généralisation de la pratique d'activité physique pour les 10 millions de personnes souffrant d'ALD pourrait générer pour la sécurité sociale une économie de près de 10 milliards d'euros. De son côté, l'association Ciel Bleu estime, elle, les économies en matière de dépenses de santé résultant de ces interventions auprès des résidents des maisons de retraite entre 470 et 700 millions d'euros. La CAMI Sport et Cancer a par ailleurs précisé qu'une activité physique pratiquée pendant un traitement d'un cancer permettrait de réduire de 5 mois la durée des arrêts de travail et donc d'autant les indemnités journalières. Comme l'a indiqué lors de son audition le président du CNOCF, Denis Massiglia, à terme, les activités physiques prescrites par ordonnance coûteront beaucoup moins cher à la collectivité que les médicaments. Il est donc urgent que l'État, qui en 2016 n'a financé le sport santé qu'à hauteur de 10 millions d'euros, prenne ses responsabilités. Alors que l'objectif de créer 500 maisons sport santé au cours des 5 prochaines années a été fixé par le président de la République lui-même, est-il normal que la création d'une maison sport santé à Furdenheim soit aujourd'hui largement portée et financée par l'association Ciel Bleu, qui ne bénéficie d'aucun soutien financier de l'État et qui se finance à hauteur de 90%? Il faut faire preuve de volonté politique pour changer de paradigme. Or, la période actuelle est propice à ce changement. Je rappelle en effet que l'article 51 de la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2018 prévoit une prise en charge financière d'expérimentation dérogatoire aux règles actuelles de tarification pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Et ces expérimentations peuvent notamment avoir pour but de permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins. La prescription d'activité physique à des fins thérapeutiques est assurément un dispositif innovant. C'est en effet la première fois que la loi consacre une thérapeutique non médicamenteuse qui peut éviter la survenue de pathologies et faire baisser les récidives ainsi que la mortalité sur un certain nombre de pathologies. C'est un dispositif qui peut avoir non seulement des incidences médicales, mais aussi des incidences en termes d'économie budgétaire. Plutôt que de raisonner systématiquement en termes de coûts, il serait souhaitable d'appréhender les choses en termes de service médical rendu. Je précise à cet égard que le fait de cibler uniquement les ALD aurait du sens si un remboursement par l'assurance maladie était prévu. La notion d'ALD revêt en outre un caractère très médico-administratif. Par exemple, certaines maladies chroniques sont des ALD, mais ne le sont pas toutes. De fait, de la restriction aux patients ALD, on ne cible que les autres patients qui gagneraient à être pris en charge par ce dispositif. Ceci est une lacune qui démontre que le modèle financier est à retravailler entièrement. Il nous faut absolument donner corps à un modèle partenarial du sport sur ordonnance qui prenne appui sur le monde du sport et y intègre la dimension de la santé et où la totalité des acteurs soit partie prenante. Il faut une modification des comportements. Or, le changement, ça ne se prescrit pas. Il s'agit de mettre en œuvre une co-construction où deux cultures différentes, celle du monde du sport et celle du monde de la santé, se rencontreront. Dans ce dispositif, les ARS ont vocation à jouer un rôle majeur et pivot. En effet, elles connaissent les territoires et sont au fait des pratiques. Elles ont donc vocation à piloter les futurs dispositifs du sport santé. Mes chers collègues, voici en conclusion les 10 propositions que je formule et dont je forme le vœu que le gouvernement y donne suite afin de corriger les fortes inégalités en termes d'accessibilité financière et territoriale. Premièrement, intégration de la consultation médicale dans les ROSP. En deux, ce que je propose, c'est la construction d'un modèle économique efficient et partenarial, piloté par les ARS et reposant sur la solidarité nationale, avec une prise en charge par la sécurité sociale des séances d'APA pendant une période limitée, même à un niveau symbolique. Ensuite, c'est l'extension de la prise en charge complémentaire, l'incitation à proposer des licences sport santé à des tarifs préférentiels, améliorer la formation et l'information des médecins traitants, la révision des exigences en matière de formation des intervenants spécialisés, l'élaboration de référentiels clairs à destination des différents acteurs, la construction d'indicateurs permettant l'évaluation du décret du 30 décembre 2016, du développement des études médico-économiques sur l'impact de la prescription d'activité physique à des fins thérapeutiques sur les financements publics. Et enfin, mes chers collègues, laisser la possibilité qu'on propose aux patients souffrant d'hypertension artérielle et éventuellement d'autres pathologies, y compris mentales, de relever du décret du 30 décembre 2016. Je vous remercie. Bien. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir remis ce sujet sur la table, si j'ose dire, entre retard culturel dans notre société française à faire comprendre que l'activité physique est un vecteur de prévention, à l'heure où nous parlons tant de prévention, et puis aussi ces blocages parfois aussi dus au coût que cela représenterait lorsqu'on n'imagine pas, par contre, le coût que ça ferait épargner. Enfin voilà, bon, tout ça est à revoir et à l'aune de vos prescriptions et de vos constatations. Je vais donc passer la parole à mes collègues. Madame Carole Grandjean, République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Belki Bernadette, chers collègues, je tiens d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour le travail fourni dans le cadre de cette mission. Votre témoignage ainsi que vos recommandations nous permettent de mettre en lumière les enjeux sur les applications du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée. Comme vous l'avez souligné, ces dispositifs du décret peinent à se mettre en œuvre dans nos territoires, notamment à cause du financement,
il existe une réalité autre qui est la méconnaissance des offres sportives du département par les médecins et les personnels médicaux, en tout cas sur nombre de territoires. Jusqu'alors, ces deux univers, sport d'un côté et santé de l'autre, ne se côtoyaient pas ou peu. Aujourd'hui, nous leur demandons un véritable partenariat et une franche coopération, parce que nous pensons effectivement que c'est l'avenir aussi du soin et du bien-être. Certaines régions, comme les Pays de la Loire, ont opté pour la mise en place d'un site internet qui permet d'identifier les initiatives et les structures labellisées sport-santé au niveau de leur zone patientèle. Ma question est donc la suivante, monsieur le rapporteur. Pensez-vous qu'il serait pertinent que l'État soit le lien entre l'univers de la santé et du sport afin de permettre une meilleure articulation entre les démarches et les acteurs? Et quelles préconisations pouvez-vous faire pour faciliter cette acculturation? Je vous remercie. Merci. Monsieur Ramadier pour les Républicains. Oui, Madame la Présidente, Monsieur Belhaddad, chers collègues, merci tout d'abord pour ce rapport et la note synthétique très utile qui nous a été transmise hier à ce sujet. Le sport sur ordonnance est une innovation pleine de promesses, mais aussi pleine d'incertitudes pour nos médecins. Les médecins vont devoir être en mesure de convaincre leurs patients des effets concrets des traitements prescrits. Ils vont devoir les transférer vers des structures capables de les prendre en charge efficacement et d'administrer correctement les traitements. Bref, beaucoup de nouvelles responsabilités. Comment accompagner ces professionnels? Comment évaluer la qualité de travail de coopération avec les structures sportives? Doit-on envisager un système de label sport santé? Plus fondamentalement, le développement du sport santé ne devrait-il pas s'accompagner de dispositifs permettant d'évaluer la qualité de vie de la personne? En effet, l'un des bénéfices majeurs de la pratique physique étant l'amélioration de la qualité de vie, aussi bien sur le plan physique que psychologique, ces éléments qualitatifs permettraient une meilleure appréhension des gains suscités par la pratique physique pour les personnes atteintes de maladies chroniques, de mieux connaître leurs motivations et ainsi de mieux les orienter. Merci. Merci. Monsieur Quatennens pour France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur pour votre exposé et puis la note qui nous a été remise. Les bienfaits de la pratique régulière d'une activité sportive ne sont plus à prouver. Depuis 2012, vous l'avez dit, les médecins ont la possibilité de prescrire la pratique d'une activité physique en complément des prescriptions habituelles. Alors, il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas toujours favorables aux ordonnances, mais quand elles vont dans le bon sens, nous sommes capables de le dire. Le sport sur ordonnance doit permettre de lutter contre les pathologies chroniques non transmissibles telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou les maladies broncho-pulmonaires. Par ailleurs, il y a aussi un aspect qu'il faut évoquer, c'est que la convivialité de la pratique sportive permet de rompre avec l'isolement, de rompre la solitude, alors qu'un quart des Français consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs ou d'autres médicaments pour le mental. Toutefois, le sport santé peine à se développer réellement. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, les limites de ce développement. Et je veux insister effectivement sur la contrainte financière que vous avez soulevée dans votre rapport. Selon une étude de la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Île-de-France, 40% des enquêtés renonceraient à la pratique sportive pour des raisons financières. Je sais que plusieurs villes proposent des programmes financés, comme à Boulogne-sur-Mer, Caen et Strasbourg, vous l'avez rappelé aussi. Ce n'est pas suffisant et la branche maladie de la sécurité sociale doit pouvoir permettre le remboursement des activités sportives prescrites par un médecin dans le cadre du traitement de pathologies ciblées. En 2013, le Conseil national des activités physiques et sportives avait remis un rapport selon lequel, si tous les diabétiques pratiquaient une activité physique et sportive, les coûts de santé pourraient diminuer de près de 5 milliards d'euros, à peu près le même montant que la cure d'austérité imposée cette année à la sécurité sociale. C'est dire. Alors, je voudrais, monsieur le rapporteur, vous demander si, avec les personnes que vous avez rencontrées, notamment sur la question des CPAM, est-ce qu'il y a, selon vous, de vrais blocages à l'extension du remboursement, ou est-ce que ça vous semble être une vraie possibilité que d'aller vers un remboursement intégral de ces pratiques sportives sur ordonnance? Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Grandjean,
pour vous répondre sur notamment le rôle de l'État, il est déjà intervenu en fait depuis 2012 dans le cadre du développement en fait du sport santé bien-être sur l'ensemble des régions, avec un rôle important à la fois des ARS et des directions régionales de jeunesse et sport et de la cohésion sociale. Et ce que je proposais effectivement, c'est que ce rôle soit renforcé. On a déjà dans les ambitions et les objectifs et dans la définition des PRS de chacune des régions, une volonté d'inscrire la prévention et notamment ce dispositif de sport sur ordonnance comme étant une des priorités. Et donc c'est le cas déjà localement. Il faudrait que en fait, l'ensemble des ARS de l'ensemble des régions puissent s'inscrire dans cette démarche-là. Mais c'est déjà en fait le cas. Il faudrait simplement le prolonger et l'ensemble des régions ne le font pas encore actuellement. Et il y a tout un travail effectivement aussi, puisqu'il y a deux mondes qui coexistent, qui est celui du sport et celui de la santé. Et ça permettrait effectivement à travers un dispositif comme celui-là de pouvoir effectivement travailler de manière conjointe sur ce dispositif. Monsieur Ramadier, oui, la prise en compte des éléments qualitatifs. Alors, je vais beaucoup parler d'activité physique, mais il y a aussi derrière un certain nombre de bienfaits que je n'ai pas forcément cités, qui est finalement le lien social qu'on peut entretenir et consolider lorsqu'on est dans des séances collectives, puisque très souvent, en fait, toutes les expérimentations qui ont pu se mettre en place se font pas souvent de manière individuelle, mais souvent de manière semi-collective ou collective. Et donc, il apporte un vrai bienfait. La vraie question, bien entendu, au-delà simplement de prendre en compte ça dans les indicateurs de pilotage et de performance, c'est la continuité en fait de ces pratiques-là sur le long terme et de pérenniser en fait ces pratiques après une série de séances de 3 à 6 mois, voire un petit peu plus. Le vrai défi, je pense qu'il est vraiment à ce niveau-là, hein, parce que sinon on peut retomber pour certaines pathologies dans des réémissions, dans des rechutes, et là on serait de nouveau dans des problématiques qu'on aura rencontrées initialement. Monsieur Catenas, sur le développement du sport santé, je confirme qu'effectivement, on a pas mal d'expérimentations qui se sont mises en place. C'est pas suffisant. Je fais le constat avec vous qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le pas a été pris et il est récent. Et je pense qu'avec ce type de dispositif et touchant pour l'instant 10 à 11 millions de personnes en affection à longue durée, même si je propose derrière aussi une extension, une prise en compte d'autres pathologies qui ne font pas forcément partie des ALD, on a là un vrai processus qui a été enclenché pour aller beaucoup plus loin. Sur le blocage du remboursement de ces séances, et je pense qu'il faut et les propositions que je fais sont réalistes, parce que les propositions qu'il faut qu'on fasse, elles doivent être réalistes. C'est la raison pour laquelle je proposais qu'on ne codifie pas, qu'on ne rajoute pas un acte supplémentaire, parce que là, on ne maîtriserait plus rien au niveau du cotage, au niveau des praticiens, mais plutôt de prendre en compte ce travail qui est fait par le médecin traitant à travers les ROSP, et puis ensuite la prise en compte des premières séances qui sont définies en fonction des pathologies sur quelques semaines à plusieurs mois, où là, effectivement, l'assurance maladie a un rôle à jouer dans la prise en charge de ces pathologies. On est vraiment dans le domaine de la santé publique à ce niveau-là. Et la prise en charge ensuite dans le cadre d'une structure sportive pour pérenniser en fait la pratique, me semble-t-il, il faudrait que les fédérations puissent avoir une vraie réflexion sur la tarification des activités. Donc on a différents niveaux d'intervention, mais on peut pas. Moi, je préconiserais pas que l'assurance maladie, par exemple, prenne en charge la totalité de ces
ça correspond pas à la réalité du parcours du patient et des différentes pathologies qui peuvent être prises en compte. Et les différents intervenants, on a à la fois des médecins traitants, des kinésithérapeutes, donc des professionnels de santé, mais aussi des STAPS qui accompagnent ce patient dans son parcours. Merci. Monsieur Daréville pour le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente et merci Monsieur Belladad pour ce rapport précis et précieux. Il me souvient qu'il y a quelques mois de cela, notre collègue Jean-Philippe Nilor, ici dans la commission, avait évoqué quelques expérimentations sur la question du sport santé dans les territoires d'outre-mer, notamment en Martinique, et proposé d'ailleurs, y compris qu'on puisse développer un certain nombre de choses supplémentaires. Je ne sais pas si vous avez dans vos recherches eu des échos de ce point de vue-là, mais je voulais le rappeler à notre Assemblée. Concernant ces expérimentations, ne pensez-vous pas, par exemple, que l'expérimentation qui a été menée dans les Bouches-du-Rhône puisse être étendue assez rapidement et que ce soit une proposition finalement qu'on puisse éventuellement faire aboutir un peu partout dans des délais très raisonnables, puisque les expérimentations maintenant peut-être est-on en mesure d'avoir tiré les conséquences suffisantes, et d'ailleurs vous l'avez fait dans votre rapport. Investir dans la santé est effectivement non seulement une mesure juste, mais aussi une mesure de saine gestion. Vous l'avez souligné, et cela suppose de financer le sport santé. Vous avez évoqué la question d'un financement symbolique. Je comprends la démarche qui peut être à l'origine de cette volonté. Elle peut débloquer parfois un certain nombre de situations, mais il me semble que si elle demeure uniquement symbolique, elle aura du mal à débloquer le verrou du financement pour celles et ceux qui ont des difficultés à en trouver les moyens. Et donc, il me semble que nous devons peut-être à terme réfléchir à aller au-delà du simple symbole, car le renoncement aux soins commence là. Et nous devons nous y attaquer, me semble-t-il. Les vertus du sport ne sont pas seulement d'ordre physique, et je pense que vous l'avez également à l'esprit. Et ma dernière question, n'y a-t-il pas des dispositifs publics adaptés du point de vue des services qui devraient être mis en place pour accompagner ces démarches? Merci. Monsieur Perru pour les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis le mois de mars, les médecins, vous l'avez rappelé, peuvent prescrire la pratique du sport à des patients qui souffrent d'une affection de longue durée, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le faisaient pas jusqu'ici, bien évidemment, puisque les médecins recommandaient déjà la pratique du sport, mais désormais, les bons conseils se transforment en prescription et le sport est proposé comme un traitement. J'ai bien entendu vos propos et c'est effectivement une avancée, puisque dans beaucoup de cas d'hypertension artérielle, pour certains cancers, pour des personnes diabétiques, on mesure combien l'activité physique peut améliorer significativement les choses et faire en sorte que le patient consomme moins de médicaments, se sente mieux. C'est donc une avancée réelle. Mais comme il n'y a pas de remboursement, et vous l'avez indiqué, chacun l'indique, les médecins peuvent en quelque sorte, et nous-mêmes, s'interroger sur ce qui va donc changer. Et c'est bien là qu'il faut trouver en quelque sorte des solutions pour accompagner le patient dans une démarche qui a inévitablement un coût, alors qu'elle va, cette démarche, faire des économies sans doute à la sécurité sociale et aux mutuelles. Donc comment peuvent s'investir à la fois les mutuelles, et pourquoi pas les entreprises, les comités d'entreprise, les organisations sociales, les collectivités locales, et comment faut-il encore déterminer les professionnels qui mèneront cette mission, de façon que cette mission soit une mission sérieuse, à travers les enseignants d'activité physique, les éducateurs, les associations. Et puis enfin, je pense que si on veut faire du sport une priorité dans la vie, parce que ça dépasse effectivement même l'ordonnance du médecin, c'est qu'il faut certainement lancer des campagnes grand public et faire en sorte aussi que les médecins, dans leurs cabinets, que les collectivités locales, dans les lieux publics, eh bien,
disent qu'à travers le sport, eh bien, on améliore la vie et on fera face, en quelque sorte, aux difficultés qui pourraient survenir. Merci. Merci, Madame Martine Vonner pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, un grand merci à Belkir, parce que c'est vrai qu'on a pu travailler ensemble sur toutes ces auditions. Très clairement, je pense qu'on a été un binôme assez cohérent, toi venant du sport et moi du monde de la santé. Donc je pense que voilà, ça a été... et vraiment merci de m'avoir associé comme tu as pu le faire. Tu l'as dit, les enjeux de la problématique, les enjeux économiques sont absolument majeurs, mais j'aimerais qu'on voit ces enjeux économiques de façon très positive, avec la possibilité, d'aller vers de la création de nouveaux métiers, sans du tout mettre en concurrence avec la pratique aujourd'hui réalisée par les kinésithérapeutes. C'est un sujet éminemment sensible, mais j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde, et surtout pour l'accompagnement dans l'activité physique adaptée. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point économique majeur, c'est n'ayons pas peur de dire et de redire que des actions de santé publique fortes dans la prévention, et c'est un sujet majeur que l'on porte, prévention secondaire et tertiaire, vont avoir un impact économique tout à fait majeur. Un petit exemple pour l'accompagnement des patients diabétiques présentant un surpoids, c'est pas tant l'acquisition de la baisse de poids qui est attendue, mais vraiment la normalisation des chiffres de glycémie. Et ça, les professionnels rencontrés nous ont très bien dit que l'impact était tout de suite atteint. Un petit point sur les ordonnances. Alors là, pour une fois, c'est moi qui vais être critique par rapport à l'ordonnance, en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que cette ordonnance qui accompagne le décret nécessite d'être absolument revue, parce que cette ordonnance spécifie en haut que la prescription ne sera pas remboursée. Donc elle a deux conséquences majeures. C'est un premier point qu'elle fait du coup fuir les personnes, les patients, et puis les professionnels de santé qui n'ont pas envie d'utiliser cette ordonnance. Donc une question, Belkir, dans quel délai on peut imaginer revoir complètement la refonte de ce décret? Parce que là, je pense que le décret, comme tu l'as dit en introduction, est à revoir. Je te remercie. Merci. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de concentrer vos questions sur 2 minutes telles que prévues. Nous avons encore 15 demandes d'intervention. Donc, merci d'être concis et de respecter cette consigne. Si possible, même encore moins, c'est encore mieux. Merci. Monsieur le rapporteur. Je ferai très court, Madame la Présidente, sur les réponses à apporter à mes collègues. Monsieur Dharréville, sur la question de l'outre-mer, vous avez raison d'évoquer le sujet. La MAIF propose notamment des remboursements en Guadeloupe, Martinique, sur des dispositifs, mais qui sont encore balbutiants. Il y a très peu de dispositifs qui ont été engagés sur le sport sur ordonnance. Mais on a des partenaires type mutuelle, comme la MAIF, qui proposent déjà des garanties en ce sens-là. Et il y a un gros travail qui a été fait notamment par le CNDS sur la question de l'accès aux équipements. Une enveloppe avait été votée notamment de 10 millions d'euros pour permettre justement plus facilement l'accès à ces publics aux équipements. Sur la question du dispositif au niveau des Bouches-du-Rhône, il est extrêmement intéressant et il est limité en fait aux femmes atteintes de cancer du sein. Bien entendu qu'on peut l'étendre. Il est financé par 3 tiers, comme je l'ai évoqué dans mon rapport. Mais je crois qu'il faudrait, quand on aura travaillé sur en fait un modèle économique global intégrant l'ensemble des parties prenantes, on doit aussi étendre l'ensemble des pathologies et les prioriser par territoire, parce que certains dispositifs priorisent certaines pathologies qui sont liées au territoire même. C'est pas les mêmes ALD qui sont traités sur Strasbourg, à Boulogne-Billancourt ou ailleurs, ou dans les Bouches-du-Rhône. Et le troisième élément, sur la question du financement, l'amorçage de la pompe a été fait.
si je peux pas m'exprimer de cette manière. Et donc, c'est un dispositif à embrayer, même si on est sur une proposition symbolique en matière de prise en charge de la consultation. Monsieur Perroux, concernant notamment l'OVL communication, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on doit absolument faire connaître ces dispositifs. Localement, ils sont très bien connus pour ceux qui ont été démarrés il y a quelques années, comme à Strasbourg. Donc, les patients qui arrivent savent déjà qu'ils peuvent avoir une prescription sur le sport. Le réseau est connu, donc il y a toute une campagne d'affichage. Mais c'est vrai que sur le plan national, il va falloir, au-delà simplement du cadre législatif et réglementaire qui a été posé très récemment, de lui donner corps et de lancer. C'est quand même, allez, si on rajoute l'obésité et l'hypertension artérielle, on est quand même à 20 millions de personnes. C'est pas rien. Et pour la capacité des acteurs à intervenir, là on a un vrai enjeu sur la coordination et l'intervention de l'ensemble des parties prenantes sur le parcours du patient, où on a effectivement encore des segmentations qui sont encore trop nettes entre les professionnels de santé, le médecin traitant, les établissements ou les associations sportives. Donc, charge notamment à l'ARS, je l'indiquais tout à l'heure, et à la direction régionale de jeunesse et sport et de la cohésion sociale, à être vraiment le pivot et à coordonner l'ensemble de ces parcours et à bien définir le rôle des uns et des autres, qui ne l'est pas suffisamment. Martine Vonner, concernant, oui, effectivement, là on a une véritable opportunité de création de ces nouveaux métiers qui ont été évalués par le CNESCF entre 10 et 20 000 personnes sur la partie APA, enseignement APA, et que cette refonte du cadre légal que vous avez indiqué tout à l'heure, pour moi, il doit être réalisé vraiment à très court terme. J'espère bien que dans les semaines et dans les mois qui viennent, ce sujet sera pris à bras-le-corps, notamment dans le cadre des dispositions qui ont été prises dans le cadre du PLFSS 2018 avec le fameux article 51. Merci. Madame Firmin-Lebaudot. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Belladad, merci pour ce rapport. Je ne vais pas revenir sur tous les constats et sur les bénéfices du sport santé, puisque tout le monde l'a évoqué. Mais vous avez fait un constat, et un constat évident, que si nous ne posons pas la question de la prise en charge, le développement du sport santé ne sera pas celui escompté. Avez-vous une idée du coût, puisqu'on n'a pas parlé chiffres, mais du développement du sport santé sur une éventuelle prise en charge ? Avez-vous des pistes de formation et d'information sur les prescripteurs? Parce que si on n'informe pas les prescripteurs, et je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, ils soient tous bien informés de la possibilité de le faire. Et puis enfin, l'implication des fédérations sportives, quelles qu'elles soient, est sans doute aussi une des clés de la réussite de ce développement. Donc comment comptez-vous et avez-vous des pistes pour articuler tout cela? Sport santé, on parle plutôt de thérapeutique, mais puisque nous allons nous lancer dans une grande politique de prévention, comment aussi faire du sport un enjeu de prévention, puisque une pratique du sport engendrait une économie de 10 milliards d'euros pour les sécurités sociales, d'où l'intérêt aussi de sa prise en charge. Monsieur Marc Delatte pour République En Marche. Oui, merci donc à Monsieur Belladad pour son excellent rapport. Je pense que toutes les mesures en faveur d'un mieux-être passant par la prévention et donc l'éducation sont souhaitables en vue d'une réinsertion professionnelle et sociale. Cela étant, l'éducation thérapeutique, ça s'apprend et il faut développer avec les patients donc des objectifs précis, concis, de telle sorte qu'ils puissent avoir des compétences pour être leurs propres acteurs de santé. Devant l'inflation des ALD, notamment diabète, c'est plus de 15 milliards et c'est plus de 8 milliards de complications, et qui touchent notamment un public fragilisé, j'ai quelques doutes quant aux prescriptions du sport sur les ordonnances qui seront suivies par un public déjà très motivé. Et de ce fait, il faut aussi développer justement et lutter contre la sédentarité pour ces publics fragilisés. Alors on sait que déjà 5000 pas suffisent par jour pour sortir de la sédentarité. On parle de 10 000 pas, mais déjà si vous faites 2000 pas et que vous en faites 4000, c'est déjà très bien. Donc développer un counseling à l'américaine à ce sujet. Et pour autant,
Ce que je voulais signaler, c'est que les bénéfices ne dureront dans le temps que s'ils sont réguliers. J'en ai parlé avec quelques cardiologues de Reims qui organisent justement des séances de rééducation à l'effort dans les préventions secondaires suite en post-infarctus. Or, 30% au bout d'un an, seulement on continue à suivre ce programme. Donc, vous savez bien ce qu'il y a une amnésie un peu post-critique et que le patient, quand il va mieux, il oublie. Donc c'est parfois délicat et il faut vraiment, je pense, et vous me direz ce que vous en pensez, favoriser les enseignements dans des modules pour les médicaux et paramédicaux sur l'éducation thérapeutique. Ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Développer les infrastructures libres d'accès comme dans les parcs avec des parcours santé comme dans les pays anglo-saxons. Et puis, bien sûr, s'appuyer sur les structures à vocation sportive, vous le soulignez, clubs et associations, clubs de marche, notamment avec des personnels formés, et développer une stratégie de communication simple, ciblée sur la marche, tout simplement, dans des lieux de vie, les bus, le métro, les réseaux sociaux, les smartphones. Voilà, merci. Madame Isabelle Valentin, pour les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, jamais la thématique de l'activité physique comme instrument de santé n'a été aussi prévenante dans les réflexions universitaires, dans la presse, dans les débats avec les acteurs de terrain. Cette avancée est liée au fait que l'importance de la pratique sportive commence à infuser les esprits. D'autant que la France est en retard sur le sujet. En 2011, la Haute Autorité de Santé déplorait le fait que la France était très en retard sur les prescriptions non médicamenteuses. Or, la première cause de mortalité évitable est la sédentarité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 31% des adultes âgés de 15 ans et plus manquaient d'activité physique en 2008 et 4 millions de personnes décèdent chaque année par manque d'exercice physique. Le sport doit être un droit et nous ne devons pas laisser de côté les plus démunis d'entre nous, peu importe leur âge, leur capacité, leur santé. C'est aussi un lien social, nous sommes tous d'accord avec ce constat. J'ai visité il y a 15 jours dans ma circonscription une salle de sport dédiée à des patients opérés du cœur ou atteints de maladies cardiovasculaires. Cette salle est gérée par une association en partenariat avec la Fédération de cardiologie et un médecin à la retraite qui fait des programmes adaptés pour chacun des patients, moyennant cotisation annuelle. Ma question, quelles sont les priorités du gouvernement et de l'ARS en termes de santé? Je vais prendre un exemple. Pour les EHPAD, mieux vaut-il des séances d'APA ou mieux vaut-il un peu plus de personnel pour s'occuper dignement de nos aînés, les faire marcher au quotidien, plutôt que de les mettre dans un chariot pour gagner du temps? Bien. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Madame Firmin, tout dépend en fait du niveau de prise en charge, par rapport à ce que vous indiquez tout à l'heure. On n'a pas d'évaluation aujourd'hui précise, la raison pour laquelle je proposais qu'on ait des évaluations médico-techniques là-dessus. Vous avez évoqué effectivement, j'avais précisé suite à l'audition de l'ANDES, où on a effectivement une économie de 10 milliards d'euros qui peut être générée là-dessus, mais on a encore un axe de progrès extrêmement fort sur les évaluations et le bénéfice qu'on peut en attendre derrière. Sur l'implication des fédérations, moi je pense qu'il faut profiter de l'obtention aussi des Jeux Olympiques en 2024, qui est une formidable opportunité pour notre pays et l'ensemble des territoires pour faire en sorte de gagner en pratique sportive, mais y compris l'utilisation du sport et de l'éducation, parce que le terme de sport est quand même restrictif par rapport à la notion d'éducation ou activité physique. Et je pense qu'il faut profiter de cette opportunité avec l'objectif de la ministre des Sports d'avoir 3 millions de nouveaux pratiquants d'ici à 2024. Et cet objectif-là de renforcer le cadre législatif avec les manquements qui ont été soulignés sur ce décret-là permettront aussi de remplir cet objectif. Et on ne parle pas uniquement des gens qui font de la compétition, etc., hein, sur la question du sport, mais tout à chacun, y compris pour ceux qui ont un certain nombre de fragilités. Donc c'est un vrai enjeu. Monsieur Delatte, j'entends vos doutes
sur la prescription sur ordonnance, notamment pour les personnes qui sont déjà convaincues, oui. Mais c'est pas tout le temps vrai, notamment comme dans des services d'oncologie. La question, par contre, qui me paraît importante, c'est celle de la motivation. À la fois, bien entendu, je l'ai traité tout à l'heure, du médecin traitant et de son cas d'accompagnement, mais aussi de la motivation du patient à exercer une pratique sportive, sans lui parler en premier abord de sport, parce que alors là, c'est dès qu'on entend le mot de sport, c'est terminé, c'est club, c'est compétition, etc. Alors que c'est pas du tout cette démarche-là. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire, aussi bien au niveau des praticiens que de la communication et des informations qu'on peut transmettre et donner à ceux qui peuvent être concernés par ce dispositif. Donc la question de la motivation des patients est extrêmement importante. Bien entendu, je souscris totalement avec vous sur la volonté de poursuivre, de renforcer l'éducation thérapeutique et de les accompagner dans des structures adaptées, notamment à travers les futures maisons sport santé, puisque l'objectif de la ministre des Sports et du gouvernement est bien de créer 500 maisons sport santé où une des priorités sera d'accueillir ce type de public. Madame Valentin, je pense qu'on est un petit peu hors sujet par rapport à votre question. Je laisserai le soin au gouvernement de répondre sur la question que vous avez évoquée. Madame Tamarel Vérag, pour République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Merci d'avoir mis en avant et promu l'intérêt de l'activité physique, chère Belkir. Il semble que ce soit de mieux en mieux pris en compte, mais ça mérite effectivement un réel éclairage. Moi, il y a quelques petits points sur lesquels je voulais revenir, qui ont déjà été un peu évoqués par Marc Delattre, mais bien différencier l'activité du sport. Souvent, on confond. On parle bien ici d'activité physique et non de sport. Et puis, ayant moi-même mené et promu l'éducation thérapeutique, je voulais avoir un peu un focus sur cette manière d'appréhender les pathologies chroniques, en sachant que les changements de comportement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Et qu'il y a de nombreux freins dans nos changements de comportement. La prescription peut contribuer à favoriser ce changement, mais elle n'est pas la seule. D'où l'intérêt de programmes collectifs que recouvre l'éducation thérapeutique. Et puis, l'autre frein, effectivement, abondamment mis en évidence, c'est le coût. Donc, je voulais savoir, dans les différentes auditions, est-ce que, avec les différents partenaires qui ont été réunis, il y a déjà eu des propositions ou des pistes possibles qu'ils auraient eux-mêmes peut-être mis en avant. Je voulais aussi savoir s'il y avait un état des lieux des mutuelles qui auraient pu déjà prendre en compte tout ou partie de l'activité physique thérapeutique. Merci. Merci. Monsieur Thibault Bazin pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Merci à notre collègue Belhaddad, cher collègue voisin messin, pour cette présentation. C'est de belles expérimentations qui sont montrées et c'est vrai que le sport peut faire du bien. J'ai un bel exemple dans mon département de Meurthe-et-Moselle avec de l'escrime pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Mais permettez-moi quand même un regard différent sur les constats que vous posez. Alors heureusement, le sport depuis longtemps fait partie des outils de rééducation et je dirais même au-delà du sport, les activités physiques. Parce que je crois qu'on ne peut pas résumer à ce qu'on appelle sport. Des activités physiques de tout type sont importantes, y compris dans la construction et la réalisation des centres de santé et des équipements. On a tendance à les verticaliser, ce qui ne favorise pas forcément les activités physiques. Je pense notamment sur les maisons de retraite ou sur un certain nombre d'établissements. Pour autant, vous l'avez dit, bien des exemples cités reposent sur des engagements importants des grandes collectivités. Et le fait que ça repose sur des grandes collectivités, cela explique des inégalités car les moyens ne sont pas les mêmes. Et le modèle économique du sport santé ne tourne pas actuellement. La question des moyens s'avère essentielle. La renvoyer aux fédérations sportives et aux mutuelles posera d'autres inégalités. Vous évoquez, monsieur le rapporteur, je cite, la construction d'un modèle reposant sur la solidarité nationale. Alors soyons réalistes. Quelles priorités budgétaires souhaitons-nous? Que devons-nous cibler?
Et dans le même esprit de ma collègue Isabelle Valentin, elle établit un certain nombre d'éléments possibles. On ne peut pas dire les députés font des propositions de dépenses et de l'autre, le gouvernement fera les coups de rabot. Je crois qu'on doit être responsable et de pouvoir dire quelles sont nos priorités budgétaires, qu'est-ce que nous devons cibler. Et je crois qu'à travers votre mission Flash, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments peut-être qu'il faut cibler et conserver, mais sur notre modèle actuel de santé, qui est en difficulté financière, on le sait bien avec la crise dans les EHPAD, se posent des questions concrètes. Je prends un exemple. Avant de faire du sport, ne faut-il pas déjà revaloriser le statut de kinésithérapeute à l'hôpital pour le rendre attractif? Parce qu'on voit bien que si on n'a pas fait de la kiné à l'hôpital, c'est encore plus difficile après de faire du sport. Merci beaucoup. Madame Michel de Vaucouleurs pour le MoDem. Merci Madame la Présidente. Je remercie le rapporteur, Monsieur Belkir Belhaddad, pour le travail qui a été conduit sur l'évaluation du sport sur ordonnance. Le rapport qui nous a été communiqué et commenté aujourd'hui a répondu à bon nombre de questions qui peuvent se poser suite aux différentes initiatives qui ont lieu sur le territoire depuis les premières expérimentations. L'analyse portée sur la prise en charge a notamment bien répondu à mes interrogations. Toutefois, d'autres questions méritent d'être approfondies. Quelles sont les conditions de mise en œuvre favorables à une bonne mise en œuvre du sport sur ordonnance? Peut-on envisager d'étendre ce type de prescription à des pathologies ne relevant pas d'une ALD? Si oui, lesquelles? Et quel pourrait être le modèle économique permettant une telle extension? Par ailleurs, d'autres expérimentations sur les territoires visant à encourager la pratique sportive en dehors même de toute pathologie, comme le sport bien-être mis en place par la ville de Poissy qui favorise une activité sportive sur le temps de travail avec le constat d'une baisse de l'absentéisme. Ce type d'initiative devrait être recensé et encouragé car nous sommes là dans le vrai sens du mot prévention. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci. Sur la première question, monsieur Tamarel, madame, pardon, excusez-moi. Il y a en fait une période qui est celle de 3 mois pour changer le comportement. Sur la base en fait des expériences qui ont été menées sur les 63 villes du réseau Sport Santé. Concernant, vous évoquez le cas du coût, la CNAM n'est pas opposée à une prise en charge sur uniquement cette période. Et oui, l'état des lieux des mutuelles, on a aujourd'hui plusieurs mutuelles qui sont fortement engagées sur ce dispositif. On n'a pas la liste exhaustive. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, la MAIF, la MGEN, la mutuelle des sportifs, qui propose des garanties en complément des financements, soit ARS, ou des collectivités locales et territoriales. Monsieur Bazin, je suis entièrement d'accord avec vous pour effectivement parler d'activité physique, et j'avais rappelé précédemment. Sur l'inégalité, les moyens et l'intervention finalement de la solidarité nationale. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là, mais il faut savoir de quoi on parle. On ne parle pas ici de la prévention primaire. On parle de la prévention secondaire ou tertiaire, et je crois qu'il se dit avoir un ciblage, c'est dedans, et la question avait été posée tout à l'heure, savoir est-ce qu'il faut étendre certaines pathologies qui ne sont pas des affections à longue durée, hein, dans la fameuse liste des 29 ALD. Je préconisais notamment de rattacher, par exemple, des pathologies liées à l'obésité ou à d'autres pathologies. Je pense que c'est important. Mais il faut qu'on reste sur, en fait, plutôt en termes de ciblage, sur des pathologies qu'on peut traiter en prévention secondaire ou tertiaire. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire. Et sur, effectivement, le statut des kinésithérapeutes, notamment dans le milieu hospitalier où il y a de vraies difficultés d'exercice par rapport à ça. Il y a aussi le rôle des éducateurs sportifs et je pense qu'il y a une clarification à mettre en place, mais le décret le clarifie assez nettement. C'est-à-dire que les kinésithérapeutes interviennent en tant que professionnels de santé sur des pathologies lourdes et quand on a des améliorations en termes d'autonomie de ces patients sur certaines pathologies, c'est l'éducateur sportif qui prend le relais derrière, et donc il y a un vrai travail de collaboration,
pas uniquement entre kinésithérapeutes et éducateurs sportifs, mais de l'ensemble des autres parties prenantes, y compris sur la partie évaluation, pour qu'on puisse suivre ces patients sur le long terme. Donc il n'y a pas d'antagonisme entre les deux, il y a besoin simplement de bien clarifier les choses. Je sais que les kinésithérapeutes souhaitent plutôt intervenir sur la question des bilans, pour les patients qui sont envoyés par le médecin traitant, et beaucoup moins sur l'accompagnement d'activités physiques à proprement parler. Et Madame Vaucouleurs, concernant les conditions de mise en œuvre, j'avais indiqué tout à l'heure, en réponse à cette question-là, plusieurs facteurs. Et celui qui me paraissait important, c'était d'avoir un parcours du patient qui soit le plus cohérent possible, en termes d'intervention notamment de différents acteurs. Donc il y a un vrai travail de pilotage de ce dispositif. Et je rappelle encore une fois le rôle de l'ARS et de la direction régionale de la cohésion sociale et de la jeunesse et sport pour mener à bien ce travail. Puis j'avais répondu en même temps que M. Bazin sur la question de l'extension des différentes pathologies en dehors de la liste des 29 ALD. Merci. Madame Lévy pour les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je pense que nous faisons tous le même constat, nous le faisons d'ailleurs depuis un bon nombre d'années, sur l'utilité du sport. L'utilité du sport tout au long de la vie d'ailleurs, parce que nous disions à ma collègue, on est quelquefois effrayé de voir des jeunes enfants déjà en surpoids, et donc je pense que, comme vous l'avez dit, tout l'aspect d'information et de sensibilisation le plus tôt possible est éminemment important. Bon, les constats, nous faisons tous les mêmes. Le constat de l'utilité, même du caractère incontournable, mais aussi le constat économique. Alors, moi, il y a quand même une question que je me pose. Bon, je vois par exemple dans le secteur où je suis les baisses d'aide de l'ARS aux hôpitaux, aux centres hospitaliers, avec tout ce que ça peut comporter comme conséquences sociales et comme troubles au niveau des personnels. Je vois aussi, et même dans la collectivité où j'ai été élue, où je suis toujours élue d'ailleurs, où on a fait de très gros investissements à ce niveau. Bon, après, on s'essouffle énormément. Donc, moi, je pense que nous avons vraiment besoin, si on veut essayer de donner des priorités, d'une part, de faire la part entre les pathologies, le suivi pathologique, et d'autre part, l'activité physique régulière. Et c'est cela, monsieur le rapporteur, c'est sur ce point où j'ai pas très bien compris votre, comment dirais-je, les priorités que vous mettiez, puisqu'il faudra certainement en faire dans votre travail. Je vous remercie. Merci Madame. Madame Lecoq pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Donc je souhaitais remercier et féliciter notre collègue pour son travail. Le remercier aussi d'avoir mis en lumière l'intérêt du sport comme vecteur de santé, et notamment, moi, je pense à deux aspects sur lesquels, ce que notre collègue a pu mettre en lumière, c'est l'accompagnement du vieillissement de la population, avec la possibilité d'aider à maintenir l'autonomie, à prévenir certaines maladies, et donc l'intérêt de pouvoir développer la pratique du sport auprès des personnes âgées en EHPAD ou dans les résidences autonomie, par exemple. L'intérêt également du sport pour les problématiques de santé au travail, puisqu'il peut permettre également d'agir en termes de prévention des risques. Donc tout ça, je pense qu'on est tous assez convaincus sur l'intérêt. Le point important qu'a souligné notre collègue, c'est la question du financement. Et je pense que ce à quoi nous invite notre collègue, c'est de commencer à envisager ce type de dépenses, non pas comme une charge, comme on a tendance à chaque fois à le faire, à envisager ça comme, oui, c'est un coût, c'est une charge, mais ce n'est pas que ça, il y a aussi une logique d'investissement qui nous manque, et
quand on dit investissement, il y a aussi une logique de retour sur investissement, puisque le financement de ce type d'action peut permettre, au-delà des impacts sur la santé physique, etc., aussi des impacts financiers qui sont non négligeables et auxquels je pense on ne s'autorise pas assez à envisager les perspectives et les retombées. Donc ma question était si notre collègue avait pu avoir des éléments un petit peu de mesure sur les économies réalisables, sous réserve d'investir effectivement dans le sport santé. Merci. Merci. Monsieur Brahim Amouche pour le MoDem. Oui, merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, merci à Belkir, que je connais par ailleurs pour étant un praticien du sport, notamment du marathon. Et je crois que ce dossier mérite bien une course d'endurance depuis de nombreuses années, puisque c'est une affaire qui est régulièrement évoquée. Cette question de la prescription du sport, ou plutôt de l'activité physique adaptée, revient probablement à revenir à cet ancien paradigme cher à Hippocrate et à Galien de l'hygiène et de la prévention comme un premier acte de soin. Pour le dire en anglais, start low and go a long way, commencer tôt et durer durablement. Ce sport santé, et au-delà des bienfaits sur la santé, participe aussi à la construction d'un homme sain et sûr de lui-même. C'est donc aussi un véritable acte social à poser pour donner confiance et estime à soi à nos jeunes, dont il convient de lutter contre les déterminismes sociaux d'accès à ces pratiques sportives, et également à nos moins jeunes, notamment nos personnes âgées, dans la prévention des chutes, puisqu'une étude de l'INSERM de 2014 montrait que ces pratiques physiques diminuaient de 25% les chutes, ce qui est extrêmement important, et également le déclin cognitif. Il paraît nécessaire, à mon sens, de privilégier deux pistes. Celle d'un réseau de professionnels formés et informés, et celle de l'éducation thérapeutique, comme évoqué tout à l'heure, du patient à accepter le changement, à accepter de sortir d'un état passif régressif au sens étymologique du terme et de s'inscrire dans une dynamique positive, active. Ma question, c'est peut-être, n'est-ce pas dans cette voie de prise en charge globale qu'il faille aller, cette piste de l'éducation thérapeutique inscrite au sein d'un contrat local de santé, plutôt qu'un remboursement classique d'une prescription à l'acte. Je te remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci. Madame Lévy, pardon ? Moi, je dirais qu'il y a une limite, en fait, parce que la question avait été déjà évoquée, une limite aux priorisations pour éviter notamment les ruptures d'égalité qu'on peut avoir sur chacun des territoires. Il y a des ARS qui ciblent déjà des pathologies comme celle du Grand Est, mais effectivement, quid des patients qui sont atteints de pathologies non prises en charge. Et certaines ARS revendiquent, en fait... les patients, revendiquent cette prise en charge et ce droit. Donc il y a, je dirais, une limite à cette priorisation. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet. Madame Lecoq, concernant le retour sur investissement, je l'évoquais tout à l'heure, ce que je préconisais, c'était notamment de faire en sorte qu'on puisse réaliser une étude de retour sur investissement, finalement, entre les dépenses qui sont investies dans cette prévention secondaire et tertiaire et le bénéfice pour la santé tout à l'heure. J'avais auditionné notamment Landes qui disait que pour les 10 millions de personnes en infection à longue durée, le coût représentait entre 80 et 90 milliards aujourd'hui, et on peut en estimer les retombées pour notre société d'environ de 10 milliards. Voilà. Mais reste à conforter et à mettre en place en fait les indicateurs qui permettront vraiment de chiffrer de manière très précise. C'est ce qu'on arrive à bien mesurer, on arrive à bien agir dessus, et c'est une des préconisations que je fais. Monsieur Amouche.
Sur effectivement le déterminisme social et la prise en charge tout au long de la vie. Donc on a un certain nombre d'actions qui sont déjà mises en œuvre en prévention primaire à travers les politiques régionales de sport santé et bien-être, à poursuivre, à renforcer, et notamment à travers l'éducation, thérapeutique qu'il faut continuer à poursuivre et intégrer dans à la fois les formations des personnels de santé, que ce soit au niveau de médecins traitants, que ce soit au niveau des éducateurs physiques, mais aussi dans les établissements de santé. On a notamment auditionné la Fédération hospitalière privée sur la mise en place de ce type de démarche dans les SSR. Et je pense que cette éducation thérapeutique doit se faire effectivement dans l'ensemble de ces parcours et dans toutes les structures se chargeant de cette question. Merci. Monsieur Boris Vallaud pour Nouvelle Gauche. Oui, merci beaucoup pour ce rapport qui est précis, qui est enthousiasmant dans ses conclusions. On prouve qu'il y a une piste à creuser. Moi, je resterai juste sur les questions, et pardon si certaines ont déjà été posées et les réponses qui ont été apportées, voilà, elles ont été entendues. Le premier sujet, c'était celui de la question de la formation des médecins. Pour être prescripteur, sans doute faut-il être affranchi de cette possibilité-là et de savoir dans quelles circonstances prescrire des activités sportives à des fins thérapeutiques. Et tout le monde n'est pas forcément formé pour cela. Donc c'est la première question. Deuxième question, la question du financement a été évoquée du point de vue de la sécurité sociale, assez vaguement, en tout cas du point de vue des expérimentations s'agissant des assurances et des mutuelles. J'aimerais savoir quelle pourrait être la place des assurances et des mutuelles dans le financement de ces prescriptions. Dans l'évaluation, question sur est-ce qu'il y a eu une évaluation de l'accès au sport sur ordonnance en fonction des origines sociales. La question de l'accès au CIR1 étant socialement déterminée, j'imagine que celle de la prescription sur l'ordonnance l'est tout autant, sinon plus, a fortiori lorsque les soins, le sport n'est pas remboursé. Et enfin, on note souvent qu'il y a un lien entre les arrêts maladie en entreprise et les affections de longue durée. Donc, quelle est la participation des entreprises aux politiques de prévention par le sport et éventuellement l'application de la médecine du travail. Merci. Monsieur Gilles Lurton, il est sorti. Je vais donc appeler Madame Erika Barrette en attendant, Nouvelle Gauche. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier bien sûr Monsieur le rapporteur pour ce travail exhaustif qui a été fait, que vous avez fait pour... dans le cadre de cette mission Flash. Je voudrais revenir très rapidement sur quelques sujets et en particulier sur le vieillissement et la prévention de l'entrée dans la perte d'autonomie. Donc avant l'entrée dans les EHPAD, puisque tout à l'heure, une collègue parlait de l'activité sportive dans les EHPAD, et moi, je suis bien sur l'amont. On a sur mon territoire une association qui s'appelle le Challenge des seniors, que j'ai vu sur le terrain, qui organise avec des professionnels régulièrement, avec des personnes âgées, en forme, mais aussi portant des polypathologies lourdes, le diabète, l'insuffisance rénale, des problèmes cardiovasculaires. Et ils mettent en place des ateliers sur l'équilibre, des ateliers sur la résistance cardiaque, qui travaillent la mémoire, et puis bien sûr tout ça autour du lien social, puisque ça crée vraiment ce lien social essentiel qui lutte contre cette grande difficulté à l'origine de beaucoup de mal, qu'est l'isolement. La question que je voudrais vous poser, monsieur le rapporteur, c'est: nous avons sur les territoires beaucoup d'expérimentation, ici ou ailleurs. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui à un point où nous pouvons lancer véritablement, le gouvernement peut lancer véritablement
une mission pour pouvoir évaluer concrètement les bienfaits de ces pratiques sur les territoires. Donc ça, c'est la première question. La pratique des activités pour repousser l'autonomie, je crois que maintenant c'est très clair là-dessus. La deuxième, très rapidement, c'est les structures sportives. Je crois que véritablement nous avons besoin d'une aide à l'investissement sur les territoires pour avoir des structures adaptées. Merci. Monsieur Lurton pour les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. J'aurais pour ce qui me concerne 3 courtes observations. Je m'aperçois que du vote d'un amendement qui était l'amendement de Madame Fournéron dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé, qui est un amendement qui a été voté à l'unanimité lors des débats sur la loi, on aboutit à un décret extrêmement complexe d'application. Et ça me fait dire, mais c'est à l'attention d'un peu tous les membres de la commission, que nous devrions nous pencher de beaucoup plus près sur la sortie des décrets après les lois que nous votons, parce que vraiment, réellement, il y a un problème. Des initiatives foisonnantes dans toutes les collectivités locales, et puis tout d'un coup, on décide d'un bon amendement ici, un décret, et on casse ces initiatives. Je trouve ça vraiment dommage. Ma deuxième observation, question, porte sur la formation des médecins traitants. C'est vrai qu'à chaque fois, un peu dans tous les domaines, on se rend compte que la base, ce sont les médecins traitants. C'est eux qui voient le plus en plus souvent les patients, les malades, et il faudrait vraiment que l'on trouve un système de formation qui, à mon avis, doit démarrer dès l'université. Enfin, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Et le troisième point, il porte sur les maisons sport santé, qui me paraît être un concept très intéressant. Mais quand je vois le montant des dépenses que l'on génère à chacune de nos réflexions au sein de notre commission, je pense aux aidants, je pense aux EHPAD, je pense à la dépendance et à tous ces sujets-là, je me dis que les maisons de sport santé, elles vont avoir aussi un coût et que nous aurions aussi intérêt à suivre la réalisation de ces équipements de très près. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur Vallot, sur la formation du personnel médical, notamment des médecins traitants, ça rejoint la question de Monsieur Lurton à l'instant. Je vous ai parlé dans mon rapport notamment des initiatives qui avaient été prises, notamment sur la pathologie du cancer, avec un DU qui a été créé sur Paris 13e, qu'il faut bien entendu, à mon avis, étendre aux autres pathologies. Le travail qui est fait par le CNECF, le Comité national olympique et sportif, sur ces fameuses fiches Vidal, travail à faire en cohérence avec notamment l'HAS qui travaille sur notamment des recommandations ciblées pathologie par pathologie pour aider justement les médecins traitants. Ça peut être considéré soit comme de l'information ou de la formation aussi, pour bien prescrire et savoir à qui prescrire. Ça me semble extrêmement important. Vous avez évoqué les arrêts maladie, et bien entendu que ce type de dispositif concourt à faire diminuer ces arrêts maladie. Et je n'ai pas évoqué effectivement la question de la médecine du travail, qui doit avoir aussi toute sa place dans le dispositif. Je sais que Ciel Bleu a travaillé sur cette question-là, notamment dans le secteur d'activité du BTP. Il y a eu des avancées de ce côté-là, donc on peut aussi s'en inspirer et voir comment aussi on peut, de manière plus large, sensibiliser les intervenants en médecine du travail. Madame Barret, sur la question du lien social dans les EHPAD, avec effectivement cette question de l'isolement, sur la plupart des dispositifs mis en place depuis maintenant plusieurs années, on évite justement de faire en sorte que cet accompagnement en activité physique puisse se faire de manière isolée, avec des cours particuliers, etc. Ça se fait en semi-collectif et en collectif. Et bien entendu, dans les bénéfices apportés à ce type de dispositif de sport sur ordonnance, ça permet effectivement de sortir de cet isolement et de la sédentarité. C'est vraiment un enjeu majeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la proposition effectivement de faire une évaluation de ces pratiques sur l'ensemble des territoires.
sachant qu'il y a des expérimentations qui ont été faites en maison de retraite, donc en EHPAD, ou en SSR. D'accord aussi, et je le redis depuis un certain nombre d'années, sur l'investissement et l'environnement de manière générale. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur 10 pratiquants en France, vous n'en avez que 2 ou 3 qui ont une licence sportive. Et là, il y a un enjeu d'accompagnement extrêmement fort sur la question de l'investissement dans les structures adaptées. Et le numérique peut aussi accompagner. Moi, sur la ville de Metz, par exemple, on a mis en place des parcours de soins avec des startups qui ont développé des applications qui permettaient d'accompagner des personnes en maladie chronique sur ce dispositif. Donc, globalement, si on devait investir, je vous donne un chiffre qui est vérifié, c'est si on devait financer par exemple l'ensemble et moderniser l'ensemble des équipements existants sans en créer de nouveaux, il faudrait à peu près 50 milliards. Voilà. Donc on en est encore loin du compte, mais je pense que c'est une absolue nécessité pour développer le sport sur ordonnance. Monsieur Lurton, entièrement d'accord avec vous sur effectivement notre capacité en tant que législateur et au niveau du gouvernement à faire en sorte que les décrets traduisent vraiment à la fois une volonté politique mais une capacité à mettre en œuvre derrière. Et c'est franchement pas toujours le cas. Et là, en l'occurrence, on a un très bon exemple. La formation des médecins, moi j'avais répondu tout à l'heure sur cette question-là. Et je pense que les médecins traitants doivent avoir un vrai rôle de pivot dans les retours d'informations lorsque des séances sont prescrites et dans le suivi de l'accompagnement du patient. Et ça commence par l'orientation. Et donc, d'où l'importance d'avoir des médecins traitants qui soient au fait de ces questions-là, qui puissent s'inspirer des fiches Vidal, des recommandations de la HAS, pour orienter correctement et être clairement identifiés dans le dispositif comme étant un élément pivot. Ouais, pour les maisons de sport santé, je vais déjà répondre à cette question. Merci, Monsieur Ratenon pour France Insoumise. D'accord. Alors, Madame Josiane Corneloup pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Aujourd'hui, il n'est plus judicieux de parler d'âge par rapport à une pathologie. Nous avons un premier pilier de personnes en bonne santé, qu'ils aient 50, 60, 80 ou 90 ans. Nous avons un deuxième pilier de personnes qui ont des troubles fonctionnels, mais qui n'ont pas de pathologie avérée, qu'elles aient de 50 à 90 ans. Et nous avons un troisième pilier de personnes qui ont, elles, des pathologies déclarées, avec pour beaucoup d'entre elles des pathologies chroniques. Tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est de faire basculer ce pilier intermédiaire du côté des bien portants plutôt que des malades. Avec le vieillissement de la population, nous sommes confrontés à une augmentation très importante des pathologies chroniques. Et bien sûr, la prévention est tout à fait indispensable pour éviter l'explosion de ces pathologies et le coût qu'elles représentent, puisqu'on estime que le budget, dans les 5 à 10 ans qui viendra, sera doublé. Promouvoir les activités physiques et sportives est de ce fait tout à fait nécessaire et une sensibilisation, communication positive concernant le sport est bien sûr souhaitable. Toutefois, il me semble que le sport ne peut être considéré de façon isolée. La prescription ne peut pas être systématique. Quel est l'intérêt de prescrire une activité sportive pour prévenir les maladies cardiovasculaires ou le diabète si la personne ne s'alimente pas de façon satisfaisante? Ne pensez-vous pas qu'il faut envisager une vraie stratégie, mettre en place un bilan global de prévention qui, justement, permettrait d'orienter ces personnes vers des programmes d'éducation thérapeutique avant de prescrire le sport? Merci. Il ne reste plus que Madame Dubié. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, pour votre rapport extrêmement intéressant dans lequel je vois 2 dimensions. À la fois la dimension d'activité physique à des fins thérapeutiques pour des gens atteints de pathologies que vous ciblez sur des pathologies ALD. Et puis en même temps, vous évoquez aussi dans votre rapport le rôle des activités physiques en matière de prévention et plus particulièrement ciblé sur les personnes âgées. C'est plutôt là-dessus que j'interviendrai. Effectivement, chez
chez les personnes âgées, et ça a déjà été dit et répété, donc j'éviterai d'être trop redondante. L'activité physique et sportive participe à la prévention des effets du vieillissement et elle permet d'entretenir des capacités physiques qui permettent de lutter contre la fragilité, contre la sédentarité, qui permet aussi de travailler sur l'équilibre pour éviter les chutes. Et on sait bien, chez les personnes âgées, souvent combien la chute, les fractures de fémur se terminent souvent très mal. Donc depuis plusieurs années, et de nombreuses années, j'ai envie de dire, des actions et des ateliers sont proposés par les caisses de retraite, la CARSAT, la MSA. Souvent, ce sont des programmes sur 12 à 15 séances avec participation des intéressés. Et comme ça fait longtemps que ça existe, je voudrais savoir si vous avez auditionné la CARSAT, la MSA, les organismes mutualistes. Est-ce qu'ils ont fait des retours sur ces actions, et notamment en termes de services médicaux rendus? On sait aussi qu'il y a des actions qui sont organisées, qui mobilisent le fonds d'intervention régionale, mais tout ça, c'est pour initier des projets et en tout cas, pas pour les pérenniser. Alors au fond, monsieur le rapporteur, est-ce que votre rapport ne met pas en évidence, une fois encore, la difficulté que l'on a en France d'évaluer le service médical rendu en espèces sonnantes et trébuchantes, et du coup vient rendre difficile de financer tout ce qui touche à la prévention et qu'on ne reste pas finalement que dans un modèle très curatif où il n'y a que l'approche médicamenteuse qui est prise en compte dans la politique de santé publique. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Finalement, on a aussi deux questions qui se rapprochent. C'est l'approche finalement globale du patient. Et, voilà. Alors, Madame, il y a plus de 2500 effectivement, personnes chaque année qui rentrent en ALD. Et effectivement, on va sur des prises en charge médicamenteuses à des montants extrêmement importants et ça ne va pas s'améliorer. Et la pratique, je ne parlerai pas forcément de sport, on parle de sport sur ordonnance, etc., mais d'activité physique qui est quand même beaucoup plus large. Faire son jardinage, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les cadres des préventions primaires, mais bon, faire du jardinage, marcher, etc., ça tout le monde le fait. Et on n'a pas besoin forcément de le financer. Et dans les expérimentations qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une véritable prise en compte de la personne de manière globale. Il n'y a pas que... Il y a effectivement la prescription de l'activité physique, mais autour de la table, et vous avez aussi des diététiciens qui font partie de cette approche. Donc, il n'y a pas que la question, physique qui est prise en compte en fait, dans les approches qu'on a pu observer. Et de toute manière, je pense que c'est de bonnes pratiques que de procéder de cette manière-là, comme on le fait dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. On a une démarche globale de la personne et on ne peut pas traiter de la question de l'emploi si derrière on n'a pas traité de la question d'autres questions sociales, le logement, voilà. Et je pense que c'est important. Madame Dubié, concernant les personnes âgées, on a des mutuelles qui interviennent plus spécifiquement sur, parce que vous preniez le cas notamment des chutes, qui est un vrai sujet, qui est pris en charge. Alors on n'a pas additionné forcément la CARSAT, mais on a additionné la mutuelle française et d'autres mutuelles qui ont une vision très globale de l'approche du patient, et en intervenant y compris sur des EHPAD avec des estimations de retour sur investissement de l'ordre de 460 millions d'euros à 700 millions d'euros dans les prises en charge. Donc il y a des premières évaluations qu'on a commencé à mettre en œuvre, qu'ils ont commencé à mettre en œuvre, mais ce sont des premières estimations qui nous donnent un ordre de grandeur de ce que peut effectivement de ce que peut rapporter de tels dispositifs. Ce que je proposais notamment, c'était de les renforcer pour qu'on ait une évaluation beaucoup plus précise et en intégrant beaucoup d'autres pathologies et pas uniquement des dispositifs centrés sur certaines d'entre elles, comme celle du cancer du sein en Bouches-du-Rhône. Voilà. Alors, je souhaiterais maintenant, pour conclure,
avant de vous donner une piste pour la suite de ces travaux très importants que vous venez de nous donner ce matin, d'abord vous remercier pour la qualité des échanges, la qualité de vos réponses aussi et du rapport, et ainsi que les administrateurs qui ont travaillé autour de vous. Moi, j'y ajouterai une petite chose. On a parlé du préventif beaucoup, du curatif aussi. On a peu parlé du côté réparateur aussi. Et très souvent, les services oncologiques qui utilisent déjà l'activité physique en parlent en termes de réparation, notamment pour les femmes qui ont subi des ablations, etc. Et on sait très bien aussi que l'estime de soi et de son corps est très importante et que c'est à travers l'activité physique qu'on y arrive. Qu'ensuite, lorsqu'on évoque les maisons de santé pluridisciplinaires, je ne vois pas en quoi, dans une maison de santé pluridisciplinaire, on ne pourrait pas y admettre aussi, puisqu'on parle de pluridisciplinaire, eh bien qu'il y ait une activité physique déjà préparée dans ces lieux qui sont créés en plus souvent sur les territoires et qu'il y aurait un espace dédié avec une personne. Voilà, c'est pas plus coûteux que le reste et ça fait partie du protocole de traitement. Et puis ensuite, je dirais aussi que les entreprises, pour certaines, ont déjà bien compris l'enjeu que représentait et donc les économies que pouvait représenter aussi la chute des accidents de travail et font déjà de la pratique sportive sur les chantiers avant de commencer à monter sur les échafaudages. Donc voilà, ça c'était pour abonder dans votre sens, monsieur. Donc pour la suite et en tout cas en conclusion, je vous propose que nous interpellions donc la ministre de la Santé par un courrier avec justement les difficultés de ce décret d'application que vous avez soulevé dans cette mission flash. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre écoute.